Alors, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à un sujet très important et qui est d'ailleurs d'actualité, à savoir stimuler le secteur technologique au Burundi et au Cameroun, opportunités, défis et perspectives. Alors, le secteur technologique s'impose aujourd'hui comme un véritable moteur de compétitivité, de création d'emplois et un vecteur d'inclusion économique. Dans nos deux pays, le Burundi et le Cameroun, et même au-delà, n'est-ce pas, de ces deux pays, en Afrique tout entière, cette opportunité reste encore largement sous-exploitée, étant donné que de nombreuses entreprises et jeunes talents n'ont pas pleinement accès aux outils, aux compétences et aussi aux infrastructures numériques qui sont nécessaires pour transformer ce potentiel en croissance économique. L'objectif de cette session aujourd'hui est donc d'aller au-delà des constats, comprendre, n'est-ce pas, réellement ce qui bloque et surtout identifier euh, des pistes concrètes de réforme et d'action également. Je suis Haïwan Djamo, modérateur de cette session et coordonnateur national du Cameroun Economic Policy Institute, un think tank basé à Yaoundé et qui a donc pour mission d'améliorer le développement économique à travers des recherches, des plaidoyers politiques, des débats afin de booster l'entrepreneuriat et de promouvoir les idées du libre-échange au Cameroun, du libre marché. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le cœur de nos échanges, je voudrais d'abord prendre un instant pour remercier chaleureusement Free Tech Institute, une organisation engagée dans la promotion de l'innovation technologique, de l'entrepreneuriat numérique et du développement des compétences digitales au Burundi. Je rappelle que nous avons eu le plaisir de collaborer avec eux pour produire un rapport très riche et qui nourrit d'ailleurs aujourd'hui notre discussion. Leur disponibilité, leur sens de partenariat et aussi leur engagement intellectuel ont été déterminants pour aboutir à un travail aussi pertinent dont nous allons partager les résultats lors de cette session. Je vais tout de suite commencer par la présentation des participants avant de passer à la série des questions-réponses. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui un expert, Monsieur Barakanagi, qui est du côté du Burundi. C'est un jeune entrepreneur social passionné par le leadership et l'innovation. En tant que coordonnateur du Free Tech Institute et directeur des opérations de l'organisation, il supervise les programmes visant à promouvoir la technologie et la finance décentralisée, ainsi que l'innovation technologique pour le progrès social, certifié par des institutions reconnues telles que l'Université du Burundi, Atlas Network Academy, Objective, Standard Institute et Student for Liberty. Il s'engage donc à sensibiliser et à former les jeunes afin qu'ils exploitent les technologies de l'information et de la communication pour induire un changement positif et durable. Monsieur Barakana, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Monsieur Jamo. C'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir de vous rencontrer ici. On a du travail, c'est un rapport, comme vous venez de le dire, et aujourd'hui, c'est le grand jour de partager les résultats qu'on a eu à travers ce rapport. Sinon, la présentation, c'est ça. Je suis Barakana, je suis cofondateur et directeur des opérations chez Free Tech Institute. Et j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir répondre à des questions que les intervenants vont me poser. Et c'est un plaisir encore une fois. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup d'être là. Notre prochain
intervenant, Monsieur Henri Kouam. Monsieur Henri Kouam est le fondateur et le directeur exécutif de l'Institut de politique économique du Cameroun, de la Fondation Henri Kouam. Il a été expert économique pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, fournissant des directives stratégiques et gérant des projets sur la dette, la sécurité et la durabilité à travers l'Afrique. Il est aussi contributeur pour l'Economist Intelligence Unit, où il fournit des informations exploitables et des recherches politiques sur la région nordique. Entre 2020 et 2022, il a travaillé pour Sterling Global au Royaume-Uni, euh, Benzinga aux États-Unis et One Button Trader aux Pays-Bas. Et en tant que consultant pour Sterling Global basé au Royaume-Uni, il a participé à des consultations de recherche et de développement avec les revenus et douanes de Sa Majesté au Royaume-Uni. Il a également travaillé comme analyste de politique économique à l'Institut de politique CAFU et a été consultant en recherche pour le dividende démographique et sponsorisé par la Fondation Bill Melinda Gates en 2017. Monsieur Henri, bonjour et merci d'avoir honoré cette invitation. Merci de m'avoir fait, Jamo. C'est un réel plaisir de pouvoir partager ce que nous avons fait avec notre partenaire, le Free Tech Institute. Donc, j'ai hâte à la discussion. OK, merci beaucoup. Euh, Notre dernier intervenant, qui n'est malheureusement pas encore là, Monsieur Xavier Daïsenga, il est du côté du Burundi également. Il est le cofondateur et directeur de l'information au Free Tech Institute. Il supervise les opérations de cette organisation. Il dirige le développement web et oriente les stratégies numériques. Il joue également un rôle clé dans l'intégration des technologies émergentes telles que la blockchain et les paiements, euh, la blockchain et les paiements décentralisés et l'intelligence artificielle dans les projets éducatifs et technologiques de l'Institut. Il est également spécialisé dans le développement web, la gestion des projets technologiques et l'innovation numérique. Il utilise des outils modernes pour concevoir des plateformes fiables, notamment dans le cadre de l'éducation et aux crypto-monnaies, de la sensibilisation à la cybersécurité et de la promotion de l'inclusion numérique au Burundi. Alors, je pense que Monsieur Adzavé va nous rejoindre bientôt. Euh, à cela ne tienne, je pense qu'on va quand même commencer. Mais avant cela, je vais rappeler quelques règles de la session. Nous aurons donc une session consacrée aux échanges entre les intervenants et moi. Après cette session, cette série, il y aura une série donc de questions-réponses, c'est-à-dire les participants vont poser leurs questions directement aux intervenants. Euh, Vous pouvez poser votre question soit en levant votre main et puis vous la posez directement, ou alors vous pouvez laisser votre question dans le chat qui s'affiche en bas de votre écran. Alors, je vais très vite commencer avec la première question, mais avant cela, je vais me rassurer que tout le monde m'entend. Comme ça, on va continuer dans des très bonnes conditions. Vous pouvez soit laisser des likes, comme ça me rassure que vous m'entendez. Oui, nous t'entendons Voilà. très, très bien, Monsieur Jamo. Nous t'entendons très, très bien. OK, merci beaucoup. Euh, pour que tout le monde parte du même niveau d'information, je vais commencer par poser une question un peu générale en une minute peut-être. Je vais commencer par vous, Monsieur Henry, concernant l'état actuel de l'écosystème technologique au Cameroun. Comment est-ce que le décrirez-vous actuellement?
Merci pour votre question, Monsieur Jameau, et bienvenue à tous une fois de plus. Donc, l'écosystème du tech au Cameroun est croissant. C'est en train de développer, notamment grâce à l'utilisation et à l'adoption du mobile money. Plus de 65% des adultes au Cameroun utilisent le mobile money au Cameroun. Mais dans les 10 dernières années, le gouvernement a également mis en place des politiques et des stratégies pour améliorer et booster la compétitivité du secteur de la tech. Alors, nous avons vu des émergents tels que Tagus Drone, qui fabrique les drones au Cameroun, Agrixtech, qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les agriculteurs à mieux à planter et à récolter avec du succès. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui se sont développées dans les dernières décennies, mais malheureusement, notre secteur de la tech est toujours empêché, leur croissance est empêchée par un manque d'infrastructures supportives. Si nos partenaires au Burundi savent qu'environ 92 milliards a été investi dans les infrastructures pour booster le secteur de la tech. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Deuxièmement, alors nous avons des lacunes dans nos infrastructures qui incluent les infrastructures, l'accès à l'Internet d'abord. Deuxièmement, l'accès à l'électricité au Cameroun, moins de 90% des Camerounais ont accès à l'électricité stable. Troisièmement, il y a un décalage entre la main-d'œuvre et entre les demandes, les besoins des entreprises et des entrepreneurs. Donc, le système de la tech au Cameroun est en train de développer, mais il reste pas mal de lacunes qui empêchent le développement complet et inclusif de notre secteur tech. Ok, merci beaucoup pour ce premier tour de questions. Nous constatons qu'il y a des avancées notables, mais malheureusement, il y a toujours des défis qui se présentent. Monsieur Barakana, je vais vous poser la même question. Est-ce que vous pouvez décrire l'état actuel de l'écosystème technologique euh, au Burundi en 1 minute? Ok, 1 minute. Merci pour la question. Ok, si j'essaie de résumer l'écosystème de la tech ici au Burundi, c'est un peu différent avec l'écosystème là-bas au Cameroun, parce que si on essaie d'analyser ici au Burundi, c'est un écosystème qui est très jeune, avec la taux de pénétration Internet qui est à 25%, et ça donne l'impression que c'est peu de personnes comparativement à la population qu'on a ici au Burundi, et c'est beaucoup plus regroupé et concentré dans les milieux urbains que plutôt que dans les zones rurales, alors que l'Internet, ça devrait être inclusif et que les opportunités devraient participer à tout le monde. Alors, en résumé, c'est que c'est un écosystème qui est très jeune, avec un taux de pénétration Internet trop limité, 25%, et il y a des infrastructures au Burundi qui ne sont pas développées, mais il y a pas mal des activités ou bien pas mal d'investissements qui sont en train d'être injectés dans ce secteur parce que on a dit constater que c'est un levier au développement du pays et que la jeunesse au Burundi et la jeunesse en général en Afrique, ils se tournent vers ce secteur parce que là-bas, quand tu t'investis là-bas, tu utilises moins de capital et il y a beaucoup de chances à réussir que plutôt utiliser d'autres ressources dans d'autres secteurs. Donc, il y a cet engouement auprès des jeunes. Ils veulent se lancer dans ce secteur et le gouvernement a entendu ça et a commencé à investir surtout en créant des plateformes comme les accélérateurs, en créant des plateformes comme des venture capitals. Ici au Burundi, il y en a, même si c'est pas développé comme au Cameroun ou bien dans d'autres pays. Mais il y a cet engouement ici au Burundi. Merci, c'est ça en fait. Ok, merci beaucoup. C'est très intéressant. Je pense que ce premier tour montre déjà que malgré des niveaux de maturité différents, les défis sont souvent structurels, avec la jeunesse qui est très jeune et qui est très connectée, ce qui constitue un potentiel et également une opportunité. Alors, je vais maintenant entrer dans le cadre des politiques publiques et je pense qu'on va commencer par le Cameroun.
qui est souvent présenté comme un pays à fort potentiel technologique, mais où ce potentiel tarde, n'est-ce pas, à se traduire en champions nationaux. Alors, Monsieur Henri Kwam, je reviens vers vous une fois de plus. Et lorsqu'on observe, n'est-ce pas, le secteur technologique au Cameroun aujourd'hui, quels sont, n'est-ce pas, les principaux blocages institutionnels et réglementaires qui freinent son développement? Désolé, je t'ai muté. Donc, euh, je pense que nous pouvons, vous avez dit les empêchements réglementaires. C'est pas la question, Monsieur Jamon. Les principaux blocages institutionnels et réglementaires qui freinent le développement technologique du Alors, secteur technologique au Cameroun. ok. Alors, en termes de blocage institutionnel, c'est vraiment d'abord les compétences un peu moins avancées des décideurs eux-mêmes. Parce que si vous regardez le ministère des Postes et des Télécommunications, par exemple, est-ce que nous avons vraiment une expertise qui permet à le Cameroun de développer? Je pense que non. Et nous avons également des problèmes de coordination. Deuxièmement, il y a également le problème de la corruption parce que je tiens à préciser que nous avons entamé, c'est quoi, le PATNUC en 2022, le projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun. Et cela a été financé en partie par la Banque mondiale et ça vise vraiment à déployer les infrastructures pour étendre la connectivité. Mais malheureusement, la priorité n'a pas vraiment été mise sur des projets qui vont supporter le développement du secteur de la tech. La raison pour laquelle, c'est parce que le Cameroun a une économie qui est encore dominée par le gouvernement, où 60% des dépenses proviennent du gouvernement et une grande partie d'emplois provient des entreprises parapubliques. Donc, je pense que d'abord, notre encadrage institutionnel empêche le développement du secteur de la tech. Et je pense que je vais faire une transition vers les politiques parce que il est vrai qu'il y a des exonérations totales sur les impôts des sociétés, n'est-ce pas? Il y a des réductions jusqu'à 50% pour les entreprises qui sont en phase d'incubation. Mais le véritable problème, c'est qu'on ne peut pas réduire les taxes alors que les entreprises n'existent pas. Plus de 85% des Camerounais travaillent dans le secteur informel. Donc, on ne peut pas concevoir des politiques qui favorisent une petite minorité tout en espérant que ça ait un impact sur la majorité. Donc, le premier problème avec les politiques qui ont été conçues au Cameroun, mais aussi comme au Burundi, c'est que la majorité de nos politiques visent des entreprises qui sont formalisées, n'est-ce pas? Or, nous devons favoriser des politiques qui tirent des entreprises qui sont fermées dans l'informel envers le secteur formel, parce que c'est ça qui va véritablement créer une différence. Deuxièmement, la majorité des entreprises ne sont pas conscients des différentes réformes qui ont été mises en place. Au Cameroun, dans les 5 dernières années, on a réduit les taxes sur les PME de 30% à 25%. Et comme j'ai dit il y a un crédit impôt de recherche de 30% pour encourager l'innovation locale. Ce qui veut dire que si un entrepreneur investit 1 million au Cameroun pour créer un nouveau produit, un drone, un service, une plateforme, cet entrepreneur va être remboursé 300 000, n'est-ce pas, quand il fait ses déclarations. Mais la procédure pour faire cette déclaration n'est pas claire et c'est très difficile pour les entreprises de réclamer ces 30%-là. Donc, c'est important pour nous de vraiment implémenter les politiques qui ont été mises en place parce que oui, nous, à CEPI, on a plaidé pour une réduction de taxes depuis 2023. Ils l'ont fait, mais c'est important que ces réductions de taxes les crédits d'impôt sont implémentés pour vraiment permettre aux entreprises et aux entrepreneurs d'innover. Et j'ai parlé il y a quelques minutes du fait que notre gouvernement n'est pas particulièrement compétent en matière de technologie.
Parce que la raison pour laquelle on refuse de donner les 30% aux entreprises, c'est parce que les, entreprises, les administrateurs civils eux-mêmes ne savent pas discerner c'est quoi une innovation qui mérite d'être récompensée contre une innovation qui ne mérite pas d'être récompensée. Donc, ça commence d'abord par une augmentation des capacités des décideurs et des administrateurs civils, parce que c'est eux qui implémentent les politiques et c'est eux qui sont responsables pour assurer la mise en œuvre des politiques pour les particuliers, pour les petites et moyennes entreprises et pour les toutes petites et moyennes entreprises. Je pense que nous avons également des lacunes en ce qui concerne l'accès à l'électricité. Au Cameroun, nous, un pays ne peut pas se développer sans accès à l'électricité. Et le Cameroun n'est pas différent. Au Cameroun, 71% des Camerounais ont accès à l'électricité, mais il y a des disparités très, très fortes entre les zones urbaines, comme Yaoundé, Douala, Bafoussam, et les zones rurales, comme Dop, euh, comme, comme l'extrême nord, etc. Alors, nous devons toutefois, et les 71% des personnes qui ont accès à l'électricité font face à des délestages réguliers. Donc, cela empêche un développement propice du secteur de la tech. Troisièmement, nous avons l'instabilité politique, l'instabilité politique et sociale. Après les élections récentes en octobre 2025, nous avons vu qu'il y a eu des émeutes et il y a eu une répression politique énorme qui a malheureusement affecté les investissements. Donc, les investissements en 2025 ont baissé parce que le climat politique n'est pas également stable au Cameroun. Et les investisseurs eux-mêmes sont conscients du fait que le Cameroun a besoin d'un plan de succession. C'est pour ça que les Fitch et les Moody's disent que la dette camerounaise n'est pas encore à A+, parce que nous avons ces problèmes politiques et des problèmes sociaux. Le développement du secteur de la tech a également été freiné par la crise anglophone. Certains d'entre vous sont à Bouya, sont à Bamenda, et la crise anglophone a causé énormément de dégâts, notamment pour les entrepreneurs qui ont quitté ces zones pour venir à Yaoundé et Douala pour trouver un travail à cause de l'insécurité. Donc, je pense qu'on peut résumer les challenges en trois phases. D'abord, les challenges politiques qui ont à faire avec l'implémentation, un challenge de capacité, le capacité dans les services publics, mais aussi le capital humain et la qualité de l'éducation et la situation politique qui déterre les investissements au Cameroun. Merci. Alors, merci beaucoup pour ce développement très, très pertinent et très instructif. Ce que vous soulignez est très important parce qu'on voit que le problème n'est pas que l'absence des règles. Donc, soulignez ici le problème de la corruption. Il y a un manque de coordination, surtout qu'il y a eu des exonérations pour les sociétés, que les entreprises n'existent même pas et que euh, l'objectif, c'est de pousser les entreprises à se formaliser, encourager l'innovation locale. Il y a aussi le problème des procédures. Le gouvernement n'est peut-être pas compétent. Il y a un problème d'ignorance et de manque de capacité de la part des décideurs. Vous soulignez également le problème d'accès à l'électricité, l'inégalité entre les zones rurales et les zones urbaines. Donc, autant de défis qui font en sorte que le secteur technologique au Cameroun n'avance pas très rapidement. Vous avez résumé les défis en trois phases, à savoir l'instabilité politique, le problème des capacités et aussi des problèmes politiques. Alors, j'aimerais maintenant avoir le regard du Burundi où le cadre est encore en construction.
Le Burundi se trouve dans une situation, je pense, différente avec un cadre numérique encore relativement jeune, comme Monsieur Barakana venait de le souligner. Euh, Quels sont aujourd'hui, selon vous, les principaux blocages institutionnels ou juridiques pour le développement du secteur technologique au Burundi? Monsieur Barakana, c'est à vous. Ok, merci beaucoup, merci pour la question et merci à Henri qui vient de nous donner quoi, l'aperçu de ce qui se passe au Cameroun. Ce qui est dit Burundi, c'est que en fait, on a un écosystème qui est un peu différent avec celui du Cameroun, mais je trouve qu'il y a des similarités parce que quand il s'agit des défis qui sont là, c'est presque le même contexte. C'est d'ailleurs le même contexte presque dans tous les pays de l'Afrique. En parlant des défis ici au Burundi, moi je les résume en deux parties. Première partie, c'est partie des jeunes entrepreneurs. Il n'y a pas ce cadre parce que parce que ce sont eux qui sont innovants et qui connaissent les réalités, qui connaissent les enjeux. Et comme il a dit au Cameroun, il y a le gouvernement qui ne savent presque rien en matière de ce qui est de la tech, de l'innovation et de ces nouvelles technologies. Et ici au Burundi, c'est le même cas. Les jeunes ne sont pas inclus dans les preneurs de décisions et car ils sont pas, leurs avis ne sont pas tenus en compte. Ça devient quoi? Ça ne va pas donner des résultats. Alors, quand il y a pas cet écosystème, quand il n'y a pas ce cadre où les jeunes peuvent proposer, ça devient quoi? Un obstacle qui est pour moi très majeur. Parce que vous savez que pour qu'un écosystème de la tech puisse se développer, c'est qu'il y ait des startups qui sont très puissantes, des startups qui peuvent se démarquer. Et vous savez, les startups, comment ils fonctionnent? C'est que premièrement, ils doivent avoir des accélérateurs, bien des incubateurs, ou bien qui reçoivent des financements auprès des business angels ou bien des capital ventures. Et ici au Burundi, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet écosystème. Il n'y a pas un environnement très favorable pour les investisseurs pour qu'ils viennent et investissent dans les startups pour qu'il y ait ces solutions. Et dans l'autre cas, c'est que ici au Burundi, quoi, il y a pour le côté public, la réglementation premièrement, il n'y a pas de loi qui favorise la croissance de la tech. Parce que quand tu développes un produit ici au Burundi, ou bien quand tu développes une solution, il n'y a pas de loi qui vont te protéger. Ici au Burundi, il y a deux ou trois, je me souviens, la dernière a été promulguée, c'était en 2022, qui était la loi qui est basée sur quoi? C'est la cybersécurité. Et pour dire qu'il y a l'absence de ce cadre légal, et quand il y a l'absence de ce cadre légal, c'est que les personnes, ils vont être démotivées. Ça, c'est un. Deux, il y a le taux de pénétration Internet qui est très limité, à 25%. Et ça, c'est dû aux investissements, aux infrastructures ici au Burundi qui ne sont pas très fortes pour maintenir quoi? Pour couvrir tout le territoire. Donc, il n'y a que 25%. Monsieur Barakana, vous m'entendez? Je pense qu'il a peut-être des problèmes de connexion Internet. Alors, avant qu'il ne revienne, voici exactement un des problèmes dont nos entrepreneurs font face. C'est important de préciser que les jeunes sont en train de construire des applications mobiles qui sont dépendants de l'Internet et d'une connexion Internet stable. Une des raisons pour laquelle Zoom, que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, les données sont gardées dans un cloud qui n'est pas au Cameroun parce que nous n'avons pas les infrastructures propices pour supporter un système cloud Cameroun. Et il est vrai que Camtel a le propre data center, mais Camtel, c'est une entreprise parapublique, pas une entreprise privée.
Bon, la majorité des data centers dans le monde entier sont détenus par des entreprises privées telles que Facebook, Google, Meta, etc. Euh, Bienvenue, Monsieur Barkana. Vous avez la parole. Ok, je m'excuse pour la connexion. Je disais que, en fait, je concluais. Je disais qu'il y a la fracture numérique ici au Burundi. Comme Henri disait, au Cameroun, il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent l'Internet. Ils sont regroupés dans des villes, dans des agglomérations. Ici au Burundi, c'est la même chose. Parce que c'est ceux qui utilisent et ceux qui profitent du numérique sont beaucoup plus à Bujumbura, à Gitega, sont des villes de notre pays. Et dans d'autres liens, il y a quasiment rien du tout parce que je vous ai dit qu'il y a le taux de pénétration qui est très limité. Il y a les infrastructures qui parviennent pas à couvrir tout le territoire du pays et ça devient quoi? Des défis, comme tu m'as demandé ça. C'est ça en fait, si j'essaie de me résumer à ce qui concerne le Burundi. Ok, merci beaucoup, Monsieur Barakana. Je pense que vous venez juste de dire qu'il y a des similarités entre ce que Monsieur Henry évoquait concernant le Cameroun, avec une jeunesse euh, qui n'a pas, n'est-ce pas, un cadre propice dans lequel elle peut, n'est-ce pas, euh, investir dans ce secteur-là dans des conditions qui sont appropriées. Donc, ce sont les jeunes qui touchent, n'est-ce pas, la réalité des choses. Ce sont les jeunes qui connaissent les enjeux et puis tout, voilà. Et en plus, ils ne sont pas inclus dans la prise de décision et il n'y a pas un cadre, n'est-ce pas, approprié pour les startups. Il n'y a pas de startups puissantes pour, n'est-ce pas, booster ce secteur, surtout qu'elles n'ont pas accès à des financements. Il n'y a pas des incubateurs et toutes ces difficultés, n'est-ce pas, les empêchent et les démotive. Donc, ça ne les encourage pas à investir, à se lancer dans ce secteur qui est plutôt une opportunité pour ces jeunes-là, surtout que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où il y a la zone de libre-échange continentale africaine qui devrait plutôt pousser ces jeunes-là, pousser aussi le gouvernement à revoir, n'est-ce pas, les cadres qui pourraient permettre à ces jeunes-là de se lancer dans ce secteur. Et ce cadre légal, je pense que vous avez aussi évoqué qu'il n'y a pas des lois qui favorisent ce secteur-là. Il y a absence d'un cadre légal et ce qui démotive également les jeunes à se lancer dans ce secteur-là. Donc, on voit donc qu'il y a un contraste intéressant. D'un côté, il y a un environnement très réglementé du côté du Cameroun, avec des lois, mais avec des difficultés qui se présente toujours. Et de l'autre, au Burundi, il y a un environnement encore peu structuré avec l'absence des lois, d'un cadre approprié pour les startups et les jeunes également. Et cela nous amène naturellement à la question de la qualité, n'est-ce pas, de la régulation. Et surtout qu'au Cameroun, plusieurs lois ont été adoptées ces dernières années pour encadrer le numérique, les lois sur la cybersécurité, le commerce électronique et la fiscalité. Est-ce que, Monsieur Henry, est-ce que cela favorise réellement l'innovation ou alors crée-t-elle, n'est-ce pas, de nouvelles barrières pour les startups? Merci pour votre question, Monsieur Jameau. Donc, je pense que nous avons des différentes lois. Certaines lois sont propices, n'est-ce pas? La loi de 2010 sur la cybercriminalité, très, très important parce que la cybercriminalité au Cameroun est un réel problème. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment un mécanisme de suivi en ce qui concerne la cybercriminalité au Cameroun, parce que les cybercriminels au Cameroun peuvent commettre des crimes et les entreprises et les entrepreneurs sont appelés à avoir des outils pour prévenir ce type d'attaque. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment un système qui vise à
suivre les personnes qui sont engagées dans des pratiques qui soit favorisent ou encouragent la cybercriminalité, etc. Donc voilà pourquoi cette loi est limitée. Dans des pays comme le Danemark, comme la Suède, si tu es attrapé en train de participer en train de créer des situations où la cybercriminalité persiste, en tant que particulier, ils cherchent, ils ont des moyens, ils cherchent des moyens pour attraper ce type des assaillants. Malheureusement, au Cameroun, c'est pas le cas. Donc, ça revient d'abord aux entreprises et aux entrepreneurs eux-mêmes d'avoir des stratégies pour empêcher des attaques liées à la cybercriminalité. Voilà pourquoi au Cameroun et en Afrique, la cybercriminalité est rampante parce que il n'y a pas cette pensée collective de punir des assaillants, des attaques cybercriminelles en essentiel. Deuxièmement, je pense que la loi sur le commerce électronique et la loi sur les données, oh, bienvenue, Monsieur Advax. Je pense que la loi sur les données et la loi sur le commerce électronique ont été très bien conçues. Et nous devons avoir une réelle conversation sur où est-ce que nos données seront gardées en Afrique. Ailleurs, les données sont gardées dans les pays où ils sont exploités. En Afrique, on vient et on exploite les données et ils sont gardés ailleurs. Il faut absolument qu'on ait une politique un peu plus souveraine en ce qui concerne les données. Facebook, Meta, Instagram, LinkedIn, les réseaux sociaux, Google, ils doivent tous localiser les données au Cameroun si possible. La raison pour laquelle on suggère cette localisation, c'est parce que ça va créer l'émergence de nouveaux data centers. On veut par exemple que Facebook crée un data center ici au Cameroun et crée peut-être 125 emplois, n'est-ce pas? Parce que ces types de data centers, non seulement ça génère de l'emploi, mais ça permet aussi à ce qu'on appelle une diffusion de la technologie. Vous voyez, quand vous prenez une aspirine et vous mettez dans l'eau, et l'aspirine s'asperge dans tout le verre d'eau, n'est-ce pas? C'est un peu comme ça que la technologie fonctionne. On doit pouvoir créer un cadre réglementaire qui est ouvert pour que quand la technologie vient, un peu comme la spin, ça entre dans tout le verre et ça se disperse dans tout l'eau. Si on a des cadres réglementaires propices à le développement, la technologie non seulement sera adoptée par les entrepreneurs, mais ça va créer une réelle différence dans la vie des individus. À part ces textes, nous, ça, au Cameroun, on a augmenté le taxe sur les logiciels importés à 19,2, 19,25%, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il faut absolument qu'on augmente ces taxes parce que on doit pousser les pays africains et le Cameroun aussi à investir dans son stock de technologie. On peut créer des logiciels pour avoir un Zoom camerounais. Mais donc je pense que 19,2%, ça n'empêche pas le développement du secteur de la tech, mais ça décourage une dépendance envers les logiciels externes. Parce que si tu achètes un logiciel à 50 000 ou à 100 francs et tu dois payer 19 francs, ou à 50 000, tu dois payer 19 000, ça va t'encourager à trouver des solutions locales. Donc, je pense que la taxe à 19,5%, ce n'est pas différent de ce qui est imposé ailleurs, mais c'est important pour nous vraiment d'accélérer le développement des logiciels implicitement camerounais et africains. En résumé, est-ce que le cadre est propice? Je pense que notre cadre réglementaire, pour l'instant, est propice parce qu'elle n'est pas lourde comme les lois provenant de l'Union européenne. Mais nos lois, ils ne sont pas lourds, mais ils ne sont pas compréhensibles. Donc, nous n'avons pas besoin de plus de lois, nous avons besoin de lois qui visent à protéger les données des Africains, les données des Camerounais, les données des Africains. Et nous avons déjà des lois qui encouragent le bon fonctionnement du secteur. Mais nous devons nous assurer que les infrastructures sont propices pour que le secteur de la tech continue à se développer. Dernièrement, on a besoin d'un cadre réglementaire séparé pour permettre à les banques, les institutions financières d'investir dans le secteur de la tech.
Ailleurs, il y a déjà ces cadres réglementaires qui existent. Au Cameroun, un fonds garanti a été créé par le MIFI il y a 2 ans pour favoriser les prêts envers les petites et moyennes entreprises. Nous devons également trouver d'autres mécanismes de financement qui ne proviennent pas uniquement du secteur privé, mais qui favorisent la prise de risque pour qu'une banque puisse investir aussi dans un projet à fort potentiel, mais un projet innovant. Comme ça, les détenteurs du capital au Cameroun peuvent directement contribuer à le développement du secteur de la tech, parce que sinon, on va avoir les investisseurs étrangers qui vont venir capturer des entreprises qui sont très, très innovantes et qui génèrent des revenus dans le long terme, mais malheureusement, qui ne sont pas détenus par des Camerounais. Donc, en termes de cadre réglementaire, on a besoin d'un cadre réglementaire pour encourager les investissements provenant du secteur privé. Merci. Ok, merci beaucoup pour ces éclaircissements, Monsieur Henri. Si je peux résumer, c'est que on n'a pas besoin de plus de lois, on a des cadres réglementaires puisque nous avons déjà un cadre propice qui peut permettre, n'est-ce pas, aux jeunes, n'est-ce pas, d'entreprendre et d'investir dans ce secteur technologique. Je profite de l'occasion pour accueillir Monsieur Adzavé. Monsieur Adzavé, bonjour, bienvenue. Vous m'entendez? Oui, on Monsieur t'entend. Adzavé, Je pense bonjour. que son micro est encore muté. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Et voilà, nous avons commencé et je vais profiter de l'occasion pour vous poser la question sur la réglementation toujours. Euh, Au départ, Monsieur Barakana disait tout à l'heure que Oui, euh, Barkhane. au Burundi, il n'y a pas un cadre réglementaire approprié, surtout qu'il n'existe même pas de loi qui puisse permettre, n'est-ce pas, aux jeunes d'investir dans le secteur technologique. Alors, le fait que le cadre réglementaire numérique burundais soit encore en construction, je voulais savoir, est-il selon vous une contrainte ou une opportunité pour bâtir une réglementation ou alors une régulation plus agile? Merci beaucoup pour la question. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour saluer tout le public qui est là. Euh, je vais partir de ce point pour vous dire que, au fait, c'est c'est pas une bonne opportunité, mais c'est aussi une opportunité à saisir parce que, comme il l'a dit, il n'y a pas vraiment de cadre réglementaire qui soit approprié au niveau de la réglementation technologique. Mais quand même, de notre côté, nous avons fait cet intérêt d'intervenir pour quand même essayer de cadrer certains points que nous pouvons arranger. Euh, Ce n'est pas une opportunité comme telle, mais on essaie au fait de faire le tout possible pour que quand même ça soit un peu amélioré. Donc, au niveau global, donc je vais parler au niveau de la population qui utilise ces technologies. C'est une forme de menace parce qu'à un certain moment, on est contraint d'accepter des choses parce qu'on n'a pas d'autre choix à faire. Mais de notre côté, on essaie au fait d'éclairer, soit de guider donc les utilisateurs, mais aussi de donner un point clé au niveau de... Pardon? Non, allez-y, Monsieur Ok, Abbas, ok. allez-y. Oui, allez-y, on vous écoute. Ok, c'est bon. Je pensais qu'il y avait un intervenant de l'autre côté. Euh, je disais en fait que du côté des utilisateurs, c'est une menace en fait et, qui est propre et visible.
Mais de notre côté, on essaie au fait d'abord d'éclaircir les utilisateurs, mais aussi de donner des points clés à prendre en considération au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des cadres réglementaires qui pourraient peut-être sauver cette partie de la communauté qui subissent les sorts. Donc, pour nous en tant que FreeTech, en tant qu'organisation, donc c'est pas une opportunité comme telle, mais c'est un point qui nous appuie à donner cet éclaircissement, soit au gouvernement, mais aussi surtout aux utilisateurs qui sont directement concernés. Merci. OK, Bien, merci, Monsieur merci Jameau, si je beaucoup. peux, juste pour que c'est un peu fluide, je me demande si le fait qu'il n'y a pas vraiment un cadre réglementaire propice, parce que nous sommes en train, il y a quand même un plan de développement national, comme nous avons la SND 30 au Cameroun, mais je me demande si pour le Burundi, est-ce que ça ne donne pas l'opportunité de déterminer quel type de cadre réglementaire vous voulez pour votre secteur tech? Parce que, par exemple, vous pouvez adopter l'option américaine qui n'est pas proprement régulée pour qu'il y ait énormément d'innovation, ou bien vous adoptez un modèle du Danemark ou de la Suède, où vous régulez la manière dont les données des particuliers sont utilisées, vous protégez les données des utilisateurs, mais vous créez un cadre, vous créez des incitations pour des banques et pour des établissements financiers pour qu'ils puissent financer la tech. Parce que vous allez voir que le Danemark est le neuvième pays le plus innovant du monde, n'est-ce pas? Ils sont concis, les pays nordiques. Mais ce n'est pas parce que ces pays n'ont pas, ils ont juste choisi un cadre réglementaire qui n'est pas un qui favorise l'innovation contre la protection des données, l'inclusion et un peu plus, un développement inclusif qui prenne en compte les différents points de vue et les effets de ces innovations sur les particuliers. Donc, j'aimerais savoir votre point de vue. Barkhana, Advax, est-ce que vous pensez que c'est aussi à nous, parce que nous, les pays en Afrique qui ont 60 ans, 70 ans, 25 ans, est-ce que c'est à nous maintenant de déterminer concrètement ce qu'on veut pour que le secteur de la tech fonctionne mieux, ou bien est-ce que c'est juste une question d'attirer le plus de financement et des, euh, le plus de financement et le plus de capacités dans ces différents secteurs. Non, je pense que, premièrement, au niveau de la structure, et, OK, quand il y a des irrégularités au niveau de l'expérimentation, d'abord, c'est un point clé à tenir en compte. Du côté public, ceux qui sont menacés, mais aussi c'est une opportunité d'essayer d'approcher ceux qui sont censés normalement exécuter ce plan. Mais quand même, comme on n'a pas encore arrivé à ce point, et la partie qui nous concerne, c'est d'abord d'expliquer et de donner le sens au public qui doit normalement réclamer les propres intérêts, donc les propres droits. Et puis, à son niveau, c'est-à-dire que l'autre partie, donc par exemple le gouvernement qui devrait normalement s'impliquer à ce point, c'est motivé par ce zèle du public qui veut normalement s'autonomiser, mais quand même, faute de quelques droits qui doivent normalement réclamer. Donc, à ce point, la première motivation est que le public soit d'abord informé, qu'il sache d'abord leurs propres droits, qu'il sache comment ils peuvent réclamer ça. Et puis, à un certain moment, on ne sait jamais, la partie qui a été informée, à un certain moment, arrive à ce niveau de décision. Donc, quand ils parviennent maintenant à prendre cette place, ils pourront donc essayer de cadrer d'abord la réforme, mais aussi de donner le sens à cette réglementation qui soit claire. C'est tout ce que je pourrais peut-être en dire.
Je ne sais pas si Ouais, Ok. ouais. Barkhane Mais a été Barakana, qu'est-ce que tu penses? Oui, je pense que c'est également un champ de développement, n'est-ce pas? Mais Barakana, qu'est-ce Ah que oui. vous pensez? Ah, ok. J'ai trouvé la question très importante parce que tu as dit quoi? Structure quoi? Le secteur de la tech. Et ça, pour moi, je suis convaincu que c'est pas seulement le gouvernement qui doit faire ça. Et c'est pas seulement le devoir des jeunes qui maîtrisent et qui connaissent les enjeux. C'est plutôt la conjugaison de tous ces efforts pour qu'il y ait ce structure. Vous avez dit le fait d'attirer quoi, les financements qui viennent de l'extérieur. Il n'y aura pas de financement quand il y a pas quoi, un structure qui est bien structurée ou bien un cadre qui est bien réglementé. J'ai donné les exemples auparavant en disant que pour les startups, pour qu'ils existent, vous savez qu'il y a seulement quatre modèles de financement. Et parmi ces quatre, le seul modèle de financement qu'on peut utiliser ici au Burundi ou bien dans d'autres pays africains, je suis convaincu que c'est presque le cas. C'est seulement le Friends and Founders seulement. Quand il s'agit de venture capitals, il n'y aura pas des organisations qui viennent de l'étranger ou bien il n'y aura pas ces business angels qui viendront pour injecter leur monnaie dans des écosystèmes qui ne sont pas bien structurés. Alors, je dis que c'est le devoir du gouvernement de bien cadrer et aussi c'est notre devoir en tant qu'organisation qui intervient dans ce secteur. Parce que les privés, ils ont un rôle qui est très, très important quand il s'agit de la tech. C'est eux qui doivent, premièrement, sensibiliser ou bien faire la plaidoirie, comme ce qu'on est en train de faire. Et c'est eux qui doivent intervenir et éclaircir, comme mon ami vient de le souligner. C'est ça, en fait. Donc, c'est le gouvernement et c'est aussi, c'est le secteur privé, le secteur public qui doit conjuguer les efforts pour qu'il y ait un écosystème qui est très bien structuré. C'est ça, en fait, mon point de vue sur ça. Alors, Monsieur Henri, je ne sais pas si vous êtes satisfait Non, ce n'était pas pour me de- satisfaire, Monsieur Jameau. C'était juste une pensée que j'avais. Ok. Mais ouais, vous avez. Mhm. D'accord, merci beaucoup. Ce que Monsieur Adavé venait juste de dire, c'est que ce n'est pas une opportunité en tant que telle, mais c'est quand même une menace pour les utilisateurs dans la mesure où il faut les accompagner, il faut les éclairer, n'est-ce pas, sur tout je veux dire, dans ce contexte où il n'y a pas des réglementations appropriées. Donc, ça constitue une menace. Il faut aussi approcher les décideurs pour s'impliquer, pour qu'ils s'impliquent davantage, n'est-ce pas, dans l'évolution, dans le développement de ce secteur-là. Ce que le Free Tech fait, c'est d'informer le public, les accompagner. Et ce n'est pas seulement le problème, je vais dire, du gouvernement, c'est-à-dire que ça doit être la conjugaison des efforts de tout, que ce soit du gouvernement, que ce soit du secteur privé. Et dans ces conditions-là, les choses iront dans des très bonnes conditions. Alors, cela nous amène à chuter sur la question des financements, parce que le problème de financement revient toujours lorsqu'on aborde tous les secteurs et surtout que le Cameroun dispose d'un écosystème euh, visible avec des hubs, n'est-ce pas, et des incubateurs, des talents qui sont un peu partout. Mais, Monsieur Henry, je reviens vers vous. Pourquoi est-ce que malgré tout cela, l'accès au financement reste un goulot d'étranglement euh, pour, n'est-ce pas, les startups camerounaises? Monsieur Henri, je ne sais pas si vous m'entendez. Euh, oui, oui, je vous entends. Désolé, j'étais muté. Alors, j'aimerais préciser que c'est très, très utile pour nous de éduquer, informer et sensibiliser les investisseurs. Parce que si les investisseurs ne
comprennent pas l'utilité, les opportunités dans le secteur de la tech, ils ne vont pas investir dans le secteur de la tech. Nous avons plein d'investisseurs au Cameroun qui ont la capacité d'investir, qui ont des milliards, qui peuvent investir dans différentes entreprises au point de leur développement et au point où ils prennent de l'élan. Mais ils ne sont pas juste très informés, mais aussi éduquer sur les opportunités qui sont présentes dans le secteur de la tech. Donc, il y a d'abord, avant de blâmer tout le système, il y a d'abord ce travail qui doit être fait par tous les acteurs, les financiers, les ONG, les ONG, les associations, les parties prenantes, les organisations de la tech eux-mêmes, les associations, etc. Premièrement, nous devons le faire. Et deuxièmement, le problème de financement revient également au fait que notre système financier au Cameroun et en Afrique en général s'est développé très, très vite. Alors, nous avons sauté plein d'étapes. On est quitté à plus de 80% de la population qui n'avait pas de compte banquier directement au mobile money. Alors, les différents systèmes d'intermédiation, les plateformes qui permettent d'investir dans différents types d'organisations qui sont dans différents types de startups, qui sont proprement régulées, n'ont pas émergé comme on l'espérait. Alors, parce qu'on a sauté quelques étapes dans notre développement, nous devons maintenant faire en sorte que les solutions qui se présentent à travers ces opportunités financières comme les Orange Money et les Mobile Money puissent être utilisées pour tirer des fonds vers des entrepreneurs. Troisièmement, nous avons un problème de crédibilité également. La majorité des startups tech, parce que nous n'avons pas vu des startups tech émerger en Afrique, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, n'est-ce pas? Il y a les Jumia, il y a les Jumia qui ont émergé très fortement. Mais la majorité le tech, vu que les entrepreneurs ne comprennent pas encore le système, les investisseurs, pardon, ne comprennent pas encore ce système, c'est difficile pour eux de vouloir investir dans ce système. Et notre système de venture capital, parce qu'avant que les investisseurs ne viennent quelque part, ils doivent avoir des incitations. Maintenant, c'est vrai que les Ijara, les Dio, les Waspito, les Re-Easy, les Maviance, toutes ces entreprises se sont développées sans toutefois avoir un système très intégré et très développé avec. Donc, je pense que la raison pour laquelle le financement peine à arriver aux entreprises dans le secteur de la tech, c'est parce que les investisseurs ne sont pas éduquer, informer, sensibiliser sur les opportunités. Et j'aimerais préciser que nous avons des incitations pour les investisseurs. N'oublions pas qu'au Cameroun, si tu investis dans une entreprise de la tech et tu veux revendre tes parts, quand tu revends tes parts, auparavant, tu payais entre 30 et 35%. Et ces jours-ci, tu payes juste 15 à 20%. Donc, il y a des réformes pour attirer et encourager les investissements dans ce secteur. Mais malheureusement, nous devons on doit faire un travail de fond pour vulgariser et populariser ces initiatives. Dernièrement, j'aimerais préciser que les banques ne vont pas financer le secteur de la tech. Le secteur de la tech, c'est vraiment un secteur à haut risque, n'est-ce pas? C'est un secteur qui nécessite énormément énormément d'investissement. Or, les investisseurs doivent attendre doivent attendre au moins, je sais pas, 5, 6 ans pour bénéficier de leur investissement. Alors, c'est à nous de faire en sorte que pendant que les investisseurs attendent et pendant que ces entreprises sont en train de mettre des opérations euh, technologiques, financières en place, ils ne sont pas défavorisés par les droits de douane ou par les impôts. C'est très important pour nous. Parce que si nous regardons même des organisations comme les Weza Power, les Aclis, Burundi Smart Technology, les petites entreprises qui ont vraiment du potentiel, mais s'ils ont s'ils ont 5 millions de dollars ou 20 millions de dollars, ils vont croître en très peu de temps parce que
nos entrepreneurs ont des business models assez solides. Si nous regardons Agrixtech ou Tagus Drone ou Bayam ou Ibotech, Weza Power, toutes ces entreprises ont des business models très, très solides. C'est vraiment maintenant une question pour nous d'aller vers différents types d'investisseurs. Parce que nous devons aussi aller envers des investisseurs institutionnels, les gestionnaires de fonds comme Elite Capital, Makeda Asset Management, Stoneshed FX qui est notre partenaire, Stoneshed Asset Management qui est notre partenaire à CIPI. C'est à nous à aller vers les investisseurs institutionnels et dire voici l'opportunité que représente le secteur de la tech pour les éduquer et pour les réveiller un tout petit peu. Et cela va aussi maintenant attirer les investissements envers les entrepreneurs dans le long terme. Merci, M. Jean. OK, merci beaucoup, Monsieur Henry. Je crois que tout est clair à ce niveau parce que il y a manque de sensibilisation, d'information et d'éducation également sur les opportunités qu'offre le secteur technologique, que ce soit au Cameroun ou au Burundi. Donc, le travail doit être fait par tous les acteurs. Tous les acteurs devraient s'impliquer pour éduquer, sensibiliser et informer les investisseurs parce que les investisseurs, quelquefois, ne comprennent pas le système. Il n'y a pas d'incitation, ils ne sont pas informés, ils ne sont pas éduqués. Et donc, c'est à nous d'aller vers ces investisseurs-là pour leur dire, voilà, il y a une opportunité dans tel ou tel autre secteur et puis comme ça, ils sont éduqués et c'est donc très facile pour eux d'investir dans ces conditions-là. Alors, au Burundi, je pense que les startups évoluent dans un environnement encore embryonnaire selon, n'est-ce pas, le rapport que nous avons produit et les informations qui ressortent, n'est-ce pas, de ces échanges-là. Je vais profiter pour poser la question toujours liée au financement à vous, Monsieur Adzavé. Quels sont aujourd'hui, n'est-ce pas, les principaux obstacles au financement et à la structuration de l'écosystème technologique burundi? Voilà, merci. Je vais partir des propos d'Ali. En fait, au Burundi, c'est très simple, en fait. Au Burundi, comme le processus n'est pas bien clarifié, donc les gens ne savent même pas comment ils s'intègrent sur le marché. Et puis, les nouveaux startups, ils sont là, et puis à un certain moment, ils s'injectent, puis à un autre certain moment, ils sortent. Donc, on n'est pas vraiment stable. Et à ce point, donc, le point de financement devient un peu faible. La raison est très claire. Le fait que les gens ne savent pas comment manier ces outils, je précise bien que c'est dans le domaine de la technologie. Donc, ils sont au fait bloqués. D'abord, au niveau de la planification, mais aussi des stratégies d'acquisition de ces financements. Et puis, ceux qui pourraient financer, alors, je pense qu'ils ont peur, en fait. Ils ont peur de se lancer avec quelqu'un qui ne s'y connaît pas très bien. Donc, c'est d'ailleurs la limitation qui soit un peu claire au niveau des financements pour les startups évolutives. Mais aussi, on a, bon, c'est ce que je pense pour le moment, ça donne l'idée à ce que peut-être dans ce domaine, parfois on perd, parfois on gagne, et puis on est sûr de rien. Le fait que ça ne soit pas bien réglementé, ça signifie que ça doit normalement créer de la peur à l'intérieur des participants dessus, mais aussi à ceux qui pourraient financer ces parties. Donc, c'est pourquoi le taux de financement au niveau des startups n'est pas vraiment appréciable.
Yeah. Ok, en fait, j'aimerais ajouter quelque chose. En fait, le secteur de la tech, comment ils peuvent se développer? En fait, on nous a dit qu'ici au Burundi, on est à cette phase, la première phase. Donc, il doit y avoir la sensibilisation. Il y a les jeunes qui s'intéressent à ce secteur. Et après la sensibilisation, c'est qu'ils doivent être formés. Donc, il doit y avoir des investissements dans le capital humain pour qu'il y ait quoi? Pour qu'ils connaissent les enjeux de ce qui arrive. Alors, où ça coince? C'est au niveau des financements. Quand il s'agit des financements, vous allez appeler des personnes qui viennent de l'extérieur. Et eux, le secteur de la tech, c'est trop capitaliste. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est pas des investissements émotionnels. Ils vont voir qui vont consommer vos produits, qui vont consommer le produit que vous allez mettre sur le marché. Et quand ils trouvent qu'au Burundi, il y a que 12 millions de population, environ 13 millions de population, et qu'en plus de ça, le taux de pénétration est très limité, c'est que les investisseurs ne seront pas attirés ne seraient pas attirés par ce secteur. Alors, ça coince là-bas, côté financement. Il n'y a pas il n'y a pas ce qui attire les investisseurs à investir au Burundi ou bien dans d'autres pays ici en Afrique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de financement. Il y en a. Il y a ceux qui parviennent à s'en sortir, surtout des organisations qui se positionnent au niveau sous-régional, parce qu'il y en a ici au Burundi qui ont aussi comment se positionner au niveau de la sous-région. Et il y en a aussi ceux qui investissent dans ce secteur. Mais ce n'est pas du tout comme les pays comme le Kenya. Le Kenya qui attire presque la moitié des investissements qui viennent ici en Afrique. C'est pas comme le Nigeria, mais il y a ces investissements, même s'ils ne sont pas très nombreux. C'est ça, en fait, ce que je voulais ajouter. À vous, Jamal. OK, merci, merci, Monsieur Barakana, pour ces éclaircissements. Ce que je retiens, c'est que le secteur de la technologie au Burundi est trop capitaliste et que le taux de pénétration est très limité, avec d'ailleurs l'accès limité à l'électricité et tout ce qui va avec. Et toutes ces choses-là, tous ces défis-là font en sorte que les investisseurs ne sont pas attirés et ça empêche donc que ces investisseurs-là viennent financer des jeunes qui sont pourtant intéressés, mais qui n'arrivent pas à investir, à se lancer parce qu'il n'y a pas de cadre approprié. Alors, cela montre que le financement ne suit jamais seul parce qu'il dépend aussi de la confiance des institutions qui doivent être fortes et aussi des marchés. Euh, je vais, Nous allons prendre dans quelques instants les questions des participants parce qu'on est déjà presque à la fin de cette session. Euh, on va finir avec cette question et puis on va prendre quelques questions des participants. Monsieur Henry, je crois que le mobile money est devenu aujourd'hui un outil quotidien pour des millions de personnes. Comment pensez-vous, ou alors comment passer de cet usage massif à une véritable industrialisation de l'innovation fintech au Cameroun? Merci pour la question, Jamo. Alors, je tiens à préciser que le FinTech attire le plus de financement au Cameroun, n'est-ce pas? La majorité des financements Absolument. dans le secteur de la tech va vers le FinTech. Mais Barkhane a évoqué le problème du scale. Avec 30 millions de personnes au Cameroun, est-ce que un investisseur provenant des États-Unis ou de l'Europe ou de l'Israël ou de l'Asie peut vraiment tirer un bénéfice propice du Cameroun? Au Nigeria, ils sont 200 millions. Donc, il y a des personnes qui sont là. Et même si 200 millions de personnes payent 2 dollars, c'est quelque chose de conséquent. Alors, je pense que le mobile money permet aux entreprises et aux entrepreneurs dans le secteur de la tech de fonctionner mieux. Donc, ils peuvent faciliter les paiements pour un service. Ça peut être un service d'information. Ça peut être un service comme Yango de taxi. Ça peut être un service d'immobilier. Ça peut être un service
du e-commerce. Et le mobile money permet aux entrepreneurs d'accepter les paiements et vice-versa. Et l'infrastructure de mobile money aussi permet d'autres innovations. Je pense que nous avons pas mal de qui sont au Polytechnique, n'est-ce pas? Comme Petit Cash qui permet aux travailleurs du secteur informel d'épargner des petites sommes chaque jour et à la fin de l'année, ils peuvent gagner un petit bénéfice ou investir envers un projet. Donc, le mobile money permet ces types de, de développement des autres produits et services financiers. Mais en elle-même, elle ne va pas révolutionner, elle va pas créer une révolution dans le secteur de la tech. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous allons prendre quelques questions des participants parce que nous sommes déjà à 13h18 presque à la fin. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, comme ça, vous pouvez poser la question directement ou laisser dans le chat. Ok, je crois que jusque-là, il n'y a pas encore de questions. Monsieur Henry soulignait tout à l'heure un point très intéressant. L'usage, n'est-ce pas, du mobile money n'est pas synonyme de création de valeur. Et c'est exactement la question que se pose peut-être au Burundi, puisque le Burundi, lui aussi, connaît une adoption rapide, n'est-ce pas, du mobile money malgré une faible connectivité Internet, comme exactement ce qui se passe au Cameroun. J'aimerais savoir comment transformer cette dynamique euh, en innovation numérique, durable et locale. Monsieur Adzavé, vous avez la parole. Exactement ce que tu dis, c'est une pure vérité au Burundi. On évolue au niveau du mobile money. D'ailleurs, on voit ici et là se créer de nouveaux agences, mais c'est pas aussi encore au niveau souhaité parce que c'est pas tout le monde qui comprend. Par exemple, tu peux partir dans un village et puis tu demandes à quelqu'un ce que tu sais comment utiliser l'image. Il ne sait même pas l'USSD de son compte, donc ça signifie que c'est pas encore assez efficace. Mais quand même, ça améliore la vie des gens. Au niveau de transfert, au niveau de petits achats, en tout cas, ça aide. Maintenant, en global, quand il faut considérer c'est quel pas, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'usage de la technologie, quand même, ça facilite les paiements, ça facilite aussi les achats, ça facilite le transfert, mais il y a encore l'obstacle de savoir d'où vient ou où est-ce que ça va quand on achète ou bien quand on envoie de l'argent. C'est d'ailleurs le problème qui s'oppose au niveau de l'adoption de ces technologies qui émergent directement, par exemple la blockchain. Vous pouvez peut-être être bloqué au niveau de la compréhension parce que d'ailleurs le niveau, le prix bas n'est pas facilement compréhensible pour vous. Donc, je ne dirais pas que le mobile money n'a pas vraiment évolué, quelques gens ici, mais quand même, on a encore un pas à faire. On a encore un pas à faire au niveau d'abord de la compréhension. C'est quoi la valeur qui se trouve dedans? Quand on utilise ça, on gagne quoi? On perd quoi? Qu'est-ce qu'on récupère? Le temps d'aller s'aligner à la microfinance. Au moment où les autres sont en train de transférer de l'argent directement via le mobile. Donc, ça reste d'abord une autre question de compréhension. Il faut plus de sensibilisation, plus que l'usage.
Parce qu'au niveau de l'ISA, c'est très simple. C'est d'ailleurs ce qui nous pousse à essayer d'adopter certaines parties au niveau de l'adoption de la technologie pour quand même les faire approcher le mode du mobile money. Donc, la façon, the way le mobile money fonctionne, quand tu essaies d'adapter d'autres technologies, ça devient très facile au niveau de la compréhension, mais aussi au niveau de l'adoption. C'est ce que je pourrais dire. OK, merci beaucoup. Ok, merci. Monsieur Barakana, Monsieur Adzabe pose ici le problème de la compréhension et de l'adoption également. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ok, il a bien répondu à la question, mais moi, je vais essayer de l'orienter ainsi. En fait, les mobile money ici en Afrique, c'est notre réalité en fait. Parce que quand tu vois ici en Afrique, comme je viens de le dire, même ces nouvelles technologies comme la blockchain, quand il s'agit de la blockchain et que tu adaptes ça à des technologies de USSD, comme c'est le cas de Machankura en Afrique du Sud, ça fonctionne déjà au Kenya, au Nigeria, j'ai vu, ils ont déjà ouvert. Donc, c'est une opportunité pour nous parce que les mobile money, ça demande pas. Ce sont des technologies low cost. Donc, ça demande pas beaucoup de choses, ça demande pas beaucoup de connectivité. Il y a même ces mobile money qui fonctionnent hors connexion. Alors, là, ça va refléter quoi? Notre contexte, la réalité de l'Afrique. Tu trouves ici en Afrique de l'Est les services comme le MTN qui fonctionnent dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Est. Alors, pour moi et pour pour l'Afrique et aussi zone de libre-échange continentale africaine, c'est une opportunité en fait. C'est une opportunité à exploiter vu on n'est pas trop connecté, mais il y a cette solution, il y a cette alternative d'utiliser les mobile money. Il y a cette solution d'envoyer l'argent sans que tu puisses être connecté. Donc, pour moi, je trouve ça comme une opportunité. D'ailleurs, ici au Burundi, on est déjà à 55% des Burundais qui utilisent des services des Momo. Donc, il y a des personnes qui utilisent les Limicash, les EcoCash. Il y en a même ceux qui profitent de la MTN qui fonctionne dans presque toute la région. Et je me demande, une fois qu'il y ait ce genre de solution au niveau continental, prenons comme le MTN, et que ça fonctionne au niveau continental, il n'y aura pas d'autres barrières. Il y aura que l'Afrique qui est connectée. Et c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche quand on fait ce genre de choses, quand on fait des sensibilisations, quand on fait des plaidoiries. C'est ce qu'on cherche en fait. C'est ça, moi je trouve que c'est une opportunité à saisir et aussi à profiter. OK, merci beaucoup. C'est très intéressant. Euh, le mobile money offre, n'est-ce pas, des facilités aux utilisateurs. Et c'est une opportunité d'ailleurs pour l'Afrique, puisque ça reflète exactement notre contexte où, dans certains cas, ça nécessite même pas la connexion. On peut faire, n'est-ce pas, des transactions au réseau et puis ça permet, n'est-ce pas, une utilisation plus facile que les banques traditionnelles et autres. Donc, cette approche est très essentielle et j'aimerais maintenant voir, puisque l'informalité est aujourd'hui une question aussi très importante, une grande partie de l'activité économique aujourd'hui, surtout du numérique, reste informelle. Monsieur Barakana, je vous laisse toujours la parole pour quelques secondes puisqu'on s'achemine déjà vers la fin. Comment intégrer ces acteurs-là dans l'économie numérique formelle sans les étouffer par la réglementation? Puisque aujourd'hui, on constate que l'informalité domine, n'est-ce pas, le secteur, que ce soit en fait tous les secteurs économiques. Donc, qu'est-ce que vous pensez en fait? Sorry, can you repeat it? Ok, je disais que je vais essayer de résumer vu que ça nous reste moins de 3 minutes. En fait, le secteur formel, comme vous venez de le dire, ça représente une grande partie de nos économies et il ne faudra pas les exclure parce que
voyez, ça représente une grande partie de l'économie. Alors, comment je trouve? C'est dans la logique, j'ai dit qu'il doit y avoir cet environnement qui est propice. Donc, qui est pas trop de bureaucratie quand il s'agit de s'enregistrer. Donc, qui a un peu de la modération quand il s'agit des personnes qui veulent faire la transition, passant de l'informel au secteur informel. Et comme ça, on va inciter les personnes à être dans le formel. Et aussi, côté d'imposition, il faudra qu'il y ait quoi? Il faudra qu'il y ait les lois qui motivent les personnes à quitter l'informel vers le formel. Et je trouve que c'est assez crucial que les personnes qui sont dans l'informel, qui soient motivées à faire cette transition. C'est ça, en fait. Je pense que j'ai bien résumé quoi. La question que vous OK, m'avez demandé depuis que le temps merci beaucoup. est presque à la Euh, fin. oui, oui. Monsieur Henry, en quelques secondes, quelles recommandations? Bon, je pense que premièrement, nous devons populariser et vulgariser les réformes qui sont déjà en place pour promouvoir le développement du secteur de la tech. Donc, cela inclut les réformes fiscales, les réformes administratives, les réformes procédurales, parce qu'ils existent déjà, on doit les vulgariser. Deuxièmement, nous devons améliorer nos infrastructures. Nos infrastructures digitales, surtout l'accès à l'électricité, doivent être améliorées. Nous devons réduire, les décideurs doivent travailler pour réduire les coûts de l'Internet et pour les entreprises, on doit réduire les droits de douane sur les ordinateurs, sur les softwares, etc. Parce que cela va permettre aux entreprises de se développer proprement. Et dernièrement, nous, les organisations qui sont dans la société civile, on doit travailler étroitement avec le secteur financier pour les montrer qu'il y a les opportunités dans le secteur de la tech. On doit les outiller, on doit les sensibiliser, on doit les éduquer. Et dernièrement, on ne doit pas avoir peur à aller vers les décideurs pour les dire ce dont le secteur a besoin. Au Cameroun, nous, à ce qu'on leur a dit par rapport à Starlink, il faut absolument qu'on ait Starlink parce que ça réduit les coûts et ça permet aux entreprises et aux entrepreneurs de se développer. Donc, on doit vraiment faire cette plaidoyerie tout en tirant le secteur privé envers le secteur de la tech. Merci. OK, merci beaucoup. Peut-être en quelques mots, Monsieur Adzavé, pour clôturer. Bon, Monsieur Jameau, nous pouvons aller même, non, nous pouvons aller même jusqu'à 10 ou 15 minutes, hein. On ne doit pas se dépêcher pour s'arrêter. Prenez votre temps. OK, Ouais. Monsieur Adzavé, c'est à vous. Peut-être qu'on aura quelques questions des participants juste après votre recommandation. Pour moi, c'est simplement diviser cette recommandation à trois parties. D'abord, je dois me relever au niveau du public. En fait, il faut que tout le monde se sente concerné. On est tous concernés et c'est un défi qui nous regarde tous. Donc, ça signifie qu'au niveau du public, ils doivent normalement savoir que si c'est une question de réclamer nos propres droits, il faut le réclamer. Si c'est une question aussi d'exercer nos devoirs, il faut aussi le faire. Et puis, au niveau du gouvernement, c'est très simple. Il faut qu'ils écoutent, en fait. C'est la gouvernance partagée. Quand il y a besoin, il doit normalement être solution, même si ce n'est pas encore trouvé. Donc, ça peut être proposé et ça peut être accepté. Et par rapport aux organisations, alors, il faut savoir en fait qu'on est intermédiaire et on joue un rôle clé. D'abord, de trouver la solution et d'en informer ce qui en a besoin. Et puis, ceux qui sont censés mettre en application ou bien soutenir ces solutions, qui puissent adopter facilement. Donc, c'est une forme de connectivité. On connecte le public et le gouvernement, et puis on joue le rôle central pour quand même essayer de trouver des solutions, mais aussi d'éclairer ces solutions. Merci. OK, merci beaucoup pour ces recommandations-là. Je ne sais pas s'il y a des questions du côté des participants. Euh, S'il y a des questions, essayez tout simplement
Mhm. levez votre main et posez votre question. OK, je pense que jusque-là, il n'y a pas de questions. Je reviens sur sur une question très intéressante, la zone de libre-échange continentale africaine qui aujourd'hui est une opportunité euh, pour le secteur technologique également de se développer. Je vais poser la question à vous, Monsieur Henri Kwam. Euh, Est-ce que la ZLECAf est une opportunité réellement pour booster, n'est-ce pas, le secteur technologique, que ce soit au Cameroun ou au Burundi? Absolument, Monsieur Jameau, merci pour la question. La ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine qui a été signée en 2018, représente une réelle opportunité pour le secteur de la tech. Nous avons 8 protocoles et parmi ceux-là, le protocole sur le commerce digital, n'est-ce pas? Le protocole sur la propriété intellectuelle et, euh, et le commerce et le protocole sur les investissements et la compétition. Donc, cela, ça crée vraiment les fondations pour favoriser l'opération des organisations dans la tech dans toute l'Afrique. Mais maintenant, nous devons accélérer l'implémentation à notre niveau pour permettre aux entreprises de la tech d'opérer dans différentes économies nationales en Afrique. Donc, on doit créer des regulatory sandbox pour qu'un fintech au Burundi peut opérer au Cameroun facilement et vice-versa. Parce que c'est en créant, la ZLECA crée un marché uni de 1,4 milliard d'Africains. Donc, c'est vraiment une des zones continentales les plus conséquentes de notre génération. Et je pense que pour le secteur de la tech, ça va vraiment, ça augmente le marché, mais aussi ça crée des opportunités, mais ça avance ce processus de creative destruction, n'est-ce pas? Et les lauréats du prix Nobel, Philippe Aghion, ont longuement discuté parce que ça va permettre à les organisations les plus innovantes de rester en vie, de s'élargir, et ceux qui n'arrivent pas à innover, à exploiter de nouveaux marchés vont malheureusement s'éteindre. Mais la ZLECA est très, très important parce que la ZLECA, c'est les fondations, n'est-ce pas, du commerce transfrontalier, du e-commerce, le commerce digital. Maintenant, avec ces protocoles, c'est à nous de faire en sorte que ces protocoles font en sorte que les lois dans tous les pays africains deviennent un peu plus harmonieux. Donc, ça donne des critères pour permettre dans le long terme aux entreprises de la tech d'opérer dans tous ces pays africains. Mais l'implémentation est encore lente parce que prenons le secteur financier ou le fintech par exemple. Normalement, le fintech, on devait dire, si tu as 500 millions de francs CFA, tu devrais pouvoir, et tu as ça dans un compte dans une banque centrale, tu devrais pouvoir opérer partout en Afrique. Mais malheureusement, ces regulatory sandbox ont tendance à être créés euh, dans des communautés économiques régionales et non entre les différents pays d'en Afrique. Donc, c'est important pour nous de sortir de notre mentalité de ECAS, East African Community, ECOWAS, IGAD, Arab Maghreb Union. On doit sortir de cette fragmentation pour créer vraiment un système panafricain. Donc, la ZLECA représente des opportunités énormes pour les organisations qui travaillent dans la tech. Et je tiens aussi à préciser que si nous regardons les organisations comme Jumia, qui qui opèrent, qui opèrent dans toute l'Afrique, nous voyons que ces entreprises ont eu du succès. Waspito, Jumia, ils ont tous eu du succès parce qu'ils pouvaient opérer en Égypte, au Kenya, au Cameroun, etc., en Afrique du Sud. Donc, si on crée vraiment un système de tech intégré, ça va favoriser le développement des startups en Afrique. Merci. OK, merci beaucoup. La ZLECAf représente une opportunité, mais il y a encore
des défis dans la mise en œuvre de cet accord-là. Il faut harmoniser les cadres réglementaires pour que le secteur technologique bénéficie, n'est-ce pas, puisse tirer pleinement parti de cette opportunité-là. Alors, Monsieur Barakana, qu'est-ce que vous en pensez? Opportunité ou alors il y a des défis encore à relever? Ok, ma réponse est simple. C'est une opportunité pour tout le monde ici en Afrique parce que on veut cette interconnectivité entre les pays. Et quand il s'agit de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est cette chance qu'on a et c'est ce qu'on a voulu. En ce qui concerne la technologie, ça va nous faciliter la tâche en fait. Parce que je donnais l'exemple auparavant que ici en Afrique de l'Est, il y a des services qu'on utilise, qu'on a à nous tous, les mobile money surtout. Et je me dis qu'une fois que c'est implémenté sur tout le continent africain, tu quittes Bujumbura et tu vas là-bas au Cameroun, à Douala, tu as le même, il n'y a pas le taux de convertibilité, il n'y a pas d'autres charges qui sont à l'extérieur. Et avec cette harmonisation des quoi, l'harmonisation des lois, ça va nous faciliter la tâche parce que ça nous donnera quoi? Tu peux implémenter votre startup au Cameroun, tout comme tu peux le faire ici au Burundi. Et quand il s'agit de l'écosystème tech, c'est ça ce qu'on veut en fait. La mobilité et aussi on veut que nos produits puissent être profitables à la grande partie du continent. Parce qu'une fois il y a cette loi, une fois qu'il y a l'implémentation exacte de la ZCAF, comme c'est bien clair dans des accords qui sont signés, ça nous donnera un marché qui est élargi en fait. C'est ça, mon point de vue. Sinon, je pense que moi, je vais devoir partir. Ah, ok, on peut continuer. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous allons terminer bientôt. S'il n'y a pas de questions du côté des participants, je ne sais pas, Monsieur Adzavé, il n'est plus là. Donc, Monsieur Adzavé, vous m'entendez? Oh, Je trouve qu'il n'est pas connecté. Ah, ok, il est connecté. ok. Il doit avoir des soucis de connexion. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions du côté des participants, mais sinon, peut-être que les intervenants ont quelque chose à ajouter, peut-être pour clôturer la session. Mais sinon, je pense que nous sommes arrivés à 13h40. Donc, Monsieur Henry, peut-être vous avez quelque chose à ajouter. Non, non, pas du tout. J'aimerais juste remercier les participants et nos panélistes. Ça a été un plaisir. Et je veux encourager tout le monde à aller regarder le policy brief qu'on a rédigé sur le Burundi, sur la dynamisation du secteur technologique au Burundi et au Cameroun, opportunités, défis et perspectives. Vous pouvez le trouver sur le site de CEPI, mais aussi sur le site de Free Tech Institute. Et je vous encourage à vous connecter à nos réseaux sociaux et d'engager les auteurs dans les différentes plateformes. Ok, merci beaucoup. Monsieur Barakana, peut-être vous avez quelques mots euh, pour clôturer. Ok, je n'ai pas grand-chose à dire. À part vous remercier, ça fait un réel plaisir de travailler avec vous. Et j'ai trop aimé quoi, ce qu'Henri a développé le long de cette session. Et de notre côté, je pense que c'est le début d'un long parcours entre nous et votre organisation. On a vraiment produit le policy brief qui est publié, comme il vient de le dire. J'encourage tout à chacun à aller consulter et voir parce qu'il y a, il y a des recommandations qu'on n'a pas pu partager ici et qui sont bien claires et détaillées. Merci beaucoup, Sophie, un réel plaisir. Ok, merci à vous également. Monsieur Adzavé, un mot de fin.
Ok, merci. En tout cas, j'ai pas beaucoup à dire, sauf pour remercier le public qui a tenu toute une heure, 40 minutes avec nous dans cette discussion. En tout cas, c'est un beau signe et c'est un signe que il y a des gens qui veulent que la technologie puisse avancer. Donc, je vous encourage tous, en tout cas, on avance. Le domaine du tech est essentiel pour le moment. Tout le monde doit s'y intéresser. Donc, on n'a qu'à pousser des efforts pour peut-être essayer de remettre les briques qui tombent. Voilà. Sinon, du reste, en tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi pour avoir contribué sur tout son parcours, depuis le policy brief jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, ça m'intéresse et comme aussi ça donne une image réelle du monde, il faut qu'on progresse. Comme Malakana vient de le dire, c'est tout un parcours qu'on va faire jusqu'à ce qu'on retrouve des choses qui soient un peu claires. Merci. Ok, merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Je remercie infiniment les participants qui ont tenu jusqu'à la fin de cette session et je pense que lors de la prochaine session, nous aurons le plaisir de vous revoir encore pour partager d'autres questions qui seront encore plus intéressantes. Merci beaucoup et merci à tous nos intervenants qui ont expliqué de manière instructive, de manière très bien développée, la question du secteur technologique au Burundi et au Cameroun. Merci beaucoup à tout le monde et à nous revoir très bientôt. Ok, au revoir à tout le monde. À très bientôt. Passez un très Au bon revoir. week-end. Au revoir. Bye bye. Au revoir.